Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 10 avril 2026. Nos chers amis Richard Wolff et Michael Hudson sont avec nous. Bienvenue à nouveau, Richard et Michael. Welcome back, Richard, Mike. Tadanters Ward. Let me start with current situation with the war. Je voudrais commencer par la situation actuelle, la guerre entre l'Iran et les États-Unis. D'après ce qu'on a entendu jusqu'à présent, il semble que Donald Trump et les membres de son administration soient en quelque sorte divisés. Certains d'entre eux, la plupart même, ou du moins ceux qui soutiennent Donald Trump, la famille Adelson et d'autres proches, poussent Donald Trump à attaquer de nouveau l'Iran. Ce sont les informations qui ont fuité de Washington il y a seulement quelques heures. Et puis de l'autre côté, il y a la question économique, avec le secrétaire au Trésor américain qui essaye de faire pression sur l'économie iranienne. Voici d'ailleurs ce que Scott Bessent a déclaré à propos de leur stratégie. Et dans le pays, nous travaillons avec nos alliés du Golfe, qui, après avoir essuyé des tirs pendant près de 40 jours, sont désormais beaucoup plus disposés à partager les comptes bancaires des membres du régime iranien présents chez eux. Nous contactons également les banques, y compris les banques chinoises, pour leur rappeler que tout bien iranien, ainsi que tout achat de ces biens, est interdit. Nous précisons aussi que les dollars utilisés seraient sanctionnés et que nous n'hésiterons pas à imposer des sanctions secondaires en cas de problème. Alors, les pays du Golfe. Oui, une partie de tout ça, c'est ce qui se passe par exemple avec les Émirats arabes unis. Les Émirats semblent avoir décidé, ils ont annoncé qu'ils avaient décidé, de quitter l'OPEP, ce qui, d'une certaine manière, viserait à aider Donald Trump et son administration. D'un autre côté, Donald Trump affirmait que si l'Iran ne pouvait plus exporter son pétrole, alors ses puits allaient exploser et que tout serait dévasté en Iran. Et voici ce que le président du Parlement iranien a publié hier. Il a dit « 3 jours se sont écoulés. Aucun puits n'a explosé. On ira jusqu'à 30 jours et on diffusera le puits en direct ici. » Et c'est exactement le genre de conseil absurde que l'administration américaine reçoit de gens comme Scott Bessent, qui a aussi défendu la théorie du blocus et fait grimper le prix du pétrole à 120. Prochaine étape, 140. Le problème, c'est pas la théorie, c'est l'état d'esprit. Next stop going to be 140. The issue isn't the theory, it's the mindset. Richard, let me start with you and Richard, je vais commencer avec toi, avec ta compréhension de la situation. Ils essaient de mettre la pression sur l'économie iranienne. Scott Bessent l'a dit, et même avant le début de cette guerre, avec les manifestations en Iran, puis les émeutes, tout tournait déjà autour de ça. Exercer une forte pression sur l'économie iranienne, la fragiliser de l'intérieur, puis faire tomber le régime iranien, le soi-disant régime. Quelle est ta lecture de la situation actuelle? Parce qu'on a l'impression qu'il parle de l'économie iranienne, comme si ce blocus offrait une nouvelle opportunité à l'administration Trump. Mais ce n'est pas du tout le cas. Quand on regarde ce qui se passe, par exemple entre l'Iran et le Pakistan. Le Pakistan a ouvert 6 voies de communication à travers son territoire. Les tankers arrivent au Pakistan, puis passent par voie terrestre jusqu'en Iran. Voilà la réalité de ce qui se passe avec ce blocus. Quelle est ton analyse, Richard? Bon, laissez-moi commencer par un commentaire encore plus fort sur Scott Bessent que ceux que j'ai fait auparavant. Au-delà de la gêne qu'il provoque, sa soumission totale à chaque caprice de M. Trump, c'est clairement ce qui lui a valu son poste. Rien d'autre ne peut l'expliquer. Et prendre au sérieux chacune de ses déclarations, à mon avis, c'est une perte de temps. Il n'y a rien derrière, juste du vent. C'est le même vent qu'il copie chez M. Trump. Beaucoup de menaces, beaucoup d'avertissements catastrophiques, mais très peu d'actions. Il faut se souvenir que M. Trump pensait pouvoir régler le problème de l'Iran en un jour ou en une semaine. Il allait le faire juste après son élection,
dans le cadre du fameux « plus de guerre » sur lequel il avait fait campagne. Tout ça, c'était du vent. Tout ça s'est révélé aussi bidon qu'un billet de 4 $ américains. Et pour ceux qui ne voient pas la blague, c'est drôle parce que ça n'existe pas. C'est pareil avec M. Besson. Il dit qu'il va boycotter et on a prévenu les banques chinoises. Je suis sûr que les pauvres banquiers en Chine tremblent de peur parce que M. Scott Besson et M. Trump ont menacé. Vous savez combien de menaces contre la Chine ils ont lancées en 1 an et demi? 50. Et presque toutes ont été retirées ou n'ont jamais eu le moindre effet, aucune réalité au-delà des mots. Bon, maintenant, parlons de la situation actuelle. Les États-Unis ont garanti à tout le monde, et surtout à eux-mêmes, qu'ils pouvaient régler le problème de l'Iran avec une petite guerre rapide. Vous savez, comme la guerre de 12 jours, en juin dernier. Ils pensaient qu'ils pouvaient entrer là-bas, assassiner un dirigeant politique ou religieux, l'ayatollah Khamenei par exemple, et que le gouvernement s'effondrerait. L'Iran, selon eux, se diviserait alors en 5 pays, chacun rejoignant les États du Golfe, dirigés par des responsables locaux choisis par les États-Unis. Et peut-être que la Grande-Bretagne aurait droit à un petit morceau, en l'honneur de la visite du roi Charles. Voilà le niveau de mentalité auquel on a affaire ici. Et bien sûr, comme beaucoup de leurs rêves, tout ça s'est révélé irréalisable. Ils n'ont pas pu le faire, ils n'ont pas compris la situation, ils n'ont pas saisi la puissance des drones iraniens, ni celle de leurs missiles. Ils n'ont pas compris non plus l'importance de la mer Caspienne, ni du corridor qui permet à la Russie et à l'Iran de circuler entre eux sans traverser d'autres frontières nationales. Et là, besonning tête. On ne sait même pas ce qu'ils ont construit là-bas pendant les dernières années de leur relation. Et souvenez-vous, la Chine a une frontière encore plus longue et sans surveillance avec la Russie. Donc la Chine, qui est le colosse mondial de la production industrielle, plus importante, selon Paul Krugman, que la base manufacturière des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne et de l'Italie réunies. Bon, donc vous avez la plus grande capacité industrielle du monde en Chine qui peut facilement tout acheminer vers la frontière russe, puis tout faire descendre par la mer Caspienne jusqu'à Téhéran, qui est tout près de la mer Caspienne. Voilà, c'est ça l'idée. Ils n'ont pas l'équipement, ils n'ont pas « stop ». Tout ça, c'est du cinéma. Et c'est du cinéma pour des gens qui n'ont jamais regardé une carte, qui ne comprennent rien à la géographie du coin, ni à quoi que ce soit d'autre. Voilà pour le premier point. Maintenant, le deuxième. Un sujet majeur dans l'actualité, et vous l'avez mentionné, c'est la décision des Émirats arabes unis de quitter l'OPEP. C'est très important. L'OPEP était une organisation solide, dirigée par l'Arabie saoudite, les autres pays suivant le mouvement dans le but de contrôler le marché, au moins dans une certaine mesure. Ce que cela signifie, c'est que l'Arabie saoudite, qui est la plus touchée par cette décision, se retrouve beaucoup plus affaiblie dans sa capacité à contrôler le marché mondial du pétrole. Et c'est important, non seulement parce que cela complique la situation pour l'Arabie saoudite, mais aussi parce qu'elle ne peut plus vraiment maîtriser la situation. Tous les autres vont désormais dépendre de manière inquiétante de ce que les Saoudiens, dans leur désespoir, pourraient décider de faire. Pourquoi les Émirats arabes unis sont-ils partis? Eh bien, je ne suis pas dans le secret, mais voilà ce que je pense. Les Émirats arabes unis, comme la plupart des pays du Golfe, ont pris leurs avoirs en dollars et n'ont pas seulement acheté des bons du Trésor américain, des actions et des obligations américaines. En voulant aller plus loin, ils ont utilisé ces actions et obligations comme levier, autrement dit, comme garantie pour obtenir d'importants prêts. Ce qui est tout à fait normal à ce niveau de business. Michael connaît très bien tout ça.
Ils finançaient ainsi un rôle de plus en plus important pour eux-mêmes dans tous leurs projets. Et n'oubliez pas, ils veulent qu'Abu Dhabi devienne le centre mondial de la finance et de la richesse. Ils ont des dettes énormes. Ils doivent les rembourser. Et pour ça, il leur faut des revenus pétroliers. Et il leur en faut tout de suite. Pas la semaine prochaine. Pas le mois prochain. Maintenant. Sinon quoi? Eh bien, ils vont aux États-Unis et vendent leurs actifs en dollars. Ce qu'ils ont peut-être déjà fait, pour autant que je sache. Ils sont désespérés. Même s'ils ne l'ont pas encore fait, ils sont désespérés. Et je pense que ce qu'ils font, c'est regarder le secteur pétrolier et se dire on ne reverra plus jamais des prix du pétrole aussi élevés. Que la transition vers des énergies non pétrolières va être fortement accélérée par tout ce qui se passe en ce moment. Alors, la meilleure idée, c'est de vendre autant de pétrole que possible, tant que les prix restent hauts. C'est ce qu'ils ne pouvaient pas faire en étant membres de l'OPEP. Et c'est ce qu'ils peuvent faire s'ils n'en font plus partie. Sauf erreur, leur capacité de production est supérieure de plusieurs millions de barils par jour à ce qu'ils vendent actuellement. Donc, ils peuvent vendre beaucoup plus, profiter de ces prix élevés, engranger des bénéfices énormes, régler toutes leurs dettes et mettre de côté pour la période à venir, quand le pétrole ne sera plus fort ce qu'il a été tout au long de leur histoire jusqu'à présent. Donc, ils se débrouillent comme ils peuvent dans une mauvaise situation. Et je ne pense pas que ce soit très différent dans les autres États du Golfe. Peut-être un peu, mais pas tant que ça, ni dans leur comportement, ni dans leur dépendance. Bien sûr, ils veulent un grand accord de swap avec l'Amérique. Ils veulent mettre la main sur beaucoup de dollars très vite. C'est d'ailleurs tout ce que fait vraiment ce swap, et ils en ont vraiment besoin. C'est le même problème. Le fait d'être libéré de l'OPEP et d'avoir ce swap leur permet de gérer une situation désespérée. Tout cela veut simplement dire que l'Iran a encore plus d'influence sur cette situation qu'on ne le pensait. Dernier point, et je sais que ce sont des sujets assez différents, mais ils sont liés. Les États-Unis ont annoncé, avec beaucoup de fierté, que leur croissance économique actuelle est de 2% par an. Alors, pour les États-Unis, c'est plutôt pas mal. La Chine, elle, est autour de 5%. Et cette situation, où les Chinois croissent 2 à 3 fois plus vite que les États-Unis, dure depuis plus de 30 ans. La Chine rattrape son retard, et même, elle dépasse. Et les mesures même que Scott Bessent évoque quand il dit « on va vous faire ci, on va vous faire ça », quelqu'un devrait le prendre par les revers de sa veste et lui dire « tu te trompes, mon vieux, ce n'est pas toi qui fais bouger la queue du chien. Tu es en train de devenir la queue d'un autre chien, et tu es en train d'apprendre à ce chien comment te traiter dans quelques années. Tu ferais bien d'y réfléchir avant de continuer à cimenter cette alliance désastreuse entre la Chine, la Russie et l'Iran. » Michael. Nima, j'ai le choix. Tu as commencé par me demander quel était l'effet des sanctions américaines, puis Richard a évoqué la question des accords d'échange. J'ai pas mal de choses à dire sur les deux sujets. Lequel veux-tu que j'aborde? Je pense qu'il vaut mieux commencer par les sanctions et par la manière dont Scott Bessent essaie de faire pression sur une économie. D'accord. Il est clair que l'armée a dit à Trump qu'une invasion, une vraie invasion armée avec des troupes au sol, c'était exclu. Et même une attaque aérienne avec des avions, c'est aussi hors de question. Donc les États-Unis ne peuvent pas mener la réponse militaire que Trump considérait depuis le début comme la principale menace, parce que les militaires lui ont dit « on va perdre ». Tous les scénarios qu'ils ont simulés montrent à quel point la défaite serait lourde. Alors que peut faire Trump? Tout ce qu'il peut faire, c'est imposer des sanctions.
Il a donc abandonné la stratégie militaire pour la confier en gros à Pesant sur le plan des sanctions financières. Et ça veut dire des points d'étranglement. Or, tous ces points d'étranglement, comme l'a dit Pesant, tournent en réalité autour de la Chine. L'idée, c'est d'empêcher la Chine de profiter de la reprise du commerce de l'OPEP et surtout du commerce avec l'Iran, un commerce libellé en monnaie chinoise sur la Chine. Alors, que peuvent faire les autres pays pour faire face à tout ça? Ils sont tous confrontés au même problème. S'ils ne font rien, s'ils laissent Trump imposer ces sanctions qui empêchent leurs banques de traiter les dépôts, les transactions ou les transferts de paiement venant d'Iran, eh bien ces banques risquent tout simplement de fermer. La seule façon de s'en sortir, même si ça peut prendre un peu de temps, c'est de se libérer de toutes ces menaces. Mais comment faire? En d'autres termes, je pense que la seule manière de s'en affranchir, c'est d'adopter une stratégie d'esquive, de résistance passive. Par exemple, les États-Unis ont essayé de menacer d'autres pays en disant « Si vous ne suivez pas notre ligne diplomatique, on va bloquer toutes vos banques étrangères du système de compensation bancaire SWIFT. » Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la Chine a créé une alternative, le système de paiement interbancaire transfrontalier, qui facture beaucoup moins pour le traitement des transactions que SWIFT. Donc maintenant, les pays ont une autre option que d'utiliser le système SWIFT. C'est en quelque sorte un modèle de ce qu'ils peuvent faire pour faire face aux sanctions financières que Trump impose. Si Trump décide d'utiliser le système du dollar et le système financier international comme une arme, de la même manière qu'il a essayé de le faire avec le système SWIFT qui était censé être géré depuis la Belgique, alors l'alternative, c'est de créer un système indépendant, mais parallèle pour tout ça. On peut dire que les États-Unis pourraient bloquer toutes les transactions avec ces banques. C'est une destruction financière mutuelle assurée. Mutually assured financial destruction. The US is saying, we will destroy your economy. Les États-Unis disent, nous allons détruire votre économie, votre système financier, celui dont vous avez besoin pour la faire fonctionner, si vous ne mettez pas l'Iran et la Chine à l'écart comme nous l'avons demandé. Eh bien, la seule chose à faire, c'est de l'appeler au bluff et de dire, très bien, essayez donc de tout geler. Nous, on va travailler ensemble, aussi vite que possible, pour créer un système alternatif. Ainsi, à l'avenir, nos banques deviendront totalement indépendantes des États-Unis. Tellement indépendantes que vous n'aurez plus aucun pouvoir sur nous, plus aucun moyen de créer un point d'étranglement comme celui-ci, parce que nous ne passerons plus par vous. Nous sommes en train de tout dédollariser, et il leur faudra sans doute quelques années pour y parvenir. Mais ce que fait Trump, encore et encore, c'est d'utiliser la finance comme une arme, d'utiliser le commerce comme une arme. Et c'est exactement la même chose avec le commerce du pétrole. Que peuvent faire les autres pays? Eh bien, premièrement, ils peuvent dire « Très bien, vous allez couper notre approvisionnement en pétrole. Dans ce cas, nous allons réorienter notre commerce énergétique vers la Russie, l'Iran et d'autres pays amis, et nous éloigner des États-Unis. » Mais surtout, et c'est un point que les écologistes ont beaucoup souligné cette dernière semaine, nous pouvons nous détacher du pétrole, du gaz et des énergies carbonées. Nous pouvons aller vers l'éolien, le solaire et le nucléaire. Le paradoxe, c'est que ces trois alternatives au pétrole et au gaz reposent sur des technologies développées par la Chine. Et donc, ce que fait Trump en instrumentalisant le système SWIFT, les banques et le commerce du pétrole, c'est pousser les autres pays à se tourner vers la Chine pour tout cela. Au final, tout ça va être destructeur, parce que ça pousse d'autres pays à s'éloigner d'un système international fondé sur la capacité des États-Unis à transformer l'économie mondiale en une série de points d'étranglement. Alors l'échelle compte ici.
Plus il y a de pays qui sortent de ce système américain de points de blocage, plus il devient facile de rejoindre une alternative. Une alternative qui redonne au commerce et à l'investissement leur sens d'origine, avant que les États-Unis ne transforment tout en armes. L'idée, c'est de faire du commerce et de l'investissement un système de bénéfices mutuels, ce qui est d'ailleurs le principe de base de la politique chinoise. Voilà le grand contexte. À court terme, tout cela va créer, la menace d'un effondrement de l'économie mondiale. Et que va-t-il se passer? C'est là que ça commence. C'est la transition vers ce que Richard vient d'expliquer. Quel est le lien avec le retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP? Eh bien, voilà le problème auquel l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont confrontés, exactement comme Richard l'a expliqué. Eux aussi sont très endettés, malgré tous les investissements qu'ils ont aux États-Unis. Alors, que vont-ils faire? L'Arabie saoudite a déjà dit ce qu'elle comptait faire. En gros, nous ne pourrons plus exporter du pétrole, encaisser les revenus, puis les transférer sur nos comptes américains pour les réinvestir dans des obligations ou des actions américaines, afin de gagner encore plus d'argent. En réalité, nous devons combler le manque à gagner dont nous avons besoin pour maintenir à flot beaucoup de nos entreprises. Nous devons commencer à vendre nos investissements aux États-Unis. Le problème, c'est que ces placements ne concernent pas seulement les obligations du gouvernement américain, dont la valeur a baissé à mesure que les taux d'intérêt ont augmenté. Mais beaucoup de ces placements sont des investissements en capital privé, donc pas liquides. Et l'économie américaine, en ce moment, est elle-même l'économie la plus endettée et la plus dépendante de l'effet de levier au monde, exactement comme en 1929, juste avant la crise boursière qui a déclenché la Grande Dépression mondiale. Donc, les Émirats arabes unis ont le même problème que l'Arabie saoudite. Imaginons qu'ils veuillent vendre leur participation dans Blackstone parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans ce type d'investissement en capital privé. Le problème, c'est que Blackstone a bloqué les retraits du système. Et il y a beaucoup d'autres fonds de capital privé où tout le monde essaie de sortir et de récupérer au moins ce qu'il avait investi au départ. Mais les investissements qu'ils ont dans beaucoup de ces entreprises technologiques et dans ces fonds d'investissement se vendent aujourd'hui avec une forte décote, 20-30% de moins, si vous retirez votre argent maintenant. Parce qu'on se rend compte, comme Jamie Dimon l'a dit ces derniers jours, que tout le système financier américain est surendetté. Alors que peuvent faire les Émirats arabes unis face aux États-Unis? Ils disent, écoutez, votre attaque contre l'Iran, vous n'en avez pas parlé, vous ne nous avez pas consultés avant d'attaquer l'Iran. Ça nous pose un vrai problème financier. Vous nous mettez dans une situation où on risque de subir une énorme perte en vendant ces investissements américains qu'on a réinjectés dans votre économie, mais à prix cassé. Et là, Biden a répondu, eh bien, nous avons une alternative. Ce sont les accords de swap. Au lieu que vous soyez obligé de vendre, disons, 100 millions de dollars de vos investissements en titres américains et de faire chuter leur valeur au passage, on va créer un accord de swap. Vous nous donnez 100 millions de votre monnaie et nous, on vous donne 100 millions de dollars américains en échange. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vendre vos placements et donc vous ne provoquez pas de crack sur le marché américain. C'est ça en réalité qui intéresse Biden. Il ne cherche pas à sauver l'Iran ou l'Arabie saoudite d'une perte. Ce qu'il veut, c'est éviter que le système bancaire et le marché financier américain subissent des pertes. Et ce que Biden a dit, c'est que ce qu'on a fait pour les Émirats arabes unis, on peut le faire pour tous les autres pays. En ce moment, dans tout le sud global, on assiste à une crise provoquée par la hausse des prix de l'énergie.
Alors, qu'est-ce que Biden peut faire? Ces pays disent aux États-Unis, eh bien, à cause de votre guerre avec l'Iran, du blocage du transport de pétrole dans le détroit d'Ormuz et de la hausse des prix, on ne peut pas à la fois importer le pétrole dont on a besoin pour faire tourner nos usines et éclairer nos maisons et rembourser les dettes qu'on a envers vous. Il va falloir qu'on réduise quelque chose et qu'on mette nos propres intérêts en priorité. Parce que on ne va pas laisser notre économie s'effondrer juste pour rembourser tous les prêts que vous avez accordés, pour financer un système dans lequel vous nous avez enfermés. Un système où nos déficits ne cessent d'augmenter. Donc je pense que Biden dit, on va simplement imprimer l'argent. On va transformer l'économie mondiale entière en ce qu'on a fait de l'économie américaine, une sorte de système de Ponzi. Nous allons vous prêter l'argent nécessaire pour maintenir à flot tout ce système qui fonctionne en déficit permanent. On va simplement continuer à imprimer de la monnaie pour qu'au moins le système financier tienne debout. C'est ça, en réalité. Et donc, d'un côté, on essaye de maintenir le système financier à flot grâce à ces échanges, et de l'autre, on menace de bloquer toutes les banques qui utilisent des comptes iraniens. Ce qui concerne, je pense, beaucoup de pays. En faisant ça, ils menacent de faire s'effondrer le système financier. C'est ce qu'on appelle une contradiction interne dans toute la stratégie impériale américaine. À un moment, quelque chose doit céder. D'une manière ou d'une autre, l'économie mondiale va devoir se désintégrer et s'effondrer à cause de l'attaque des États-Unis contre l'Iran et des conséquences d'une hausse brutale des prix internationaux du pétrole, voire de l'arrêt complet du commerce pétrolier. Richard, voici ce qu'on a entendu hier dans l'estimation du ministère de la Défense sur le coût de l'opération contre l'Iran. Voilà ce qu'ils ont déclaré hier. Aujourd'hui, nous dépensons environ 25 milliards de dollars pour l'opération Epic Fury. La majeure partie de cette somme concerne les munitions. Une partie, évidemment, relève du fonctionnement et du remplacement des équipements. Nous préparerons un budget supplémentaire via la Maison-Blanche qui sera soumis au Congrès une fois que nous aurons une évaluation complète du coût du conflit. Donc vous dites que le coût total à ce stade est de 25 milliards de dollars. Oui, c'est notre estimation du coût. Ce qu'on apprend dans les autres rapports, Richard, ceux de CNN et du New York Times, c'est que le stock des États-Unis, pour ce qui est des JASSM et des intercepteurs, donc ce système-là et le système Patriot, est tombé à moins de 50%. En gros, ils n'ont plus que la moitié de ce qu'ils avaient avant que tout ça ne commence. Mais notre ami du podcast, Larry Johnson, estime que, pour le système THAAD, le système de défense aérienne, et les JASSM, qui sont essentiels pour les capacités offensives des États-Unis, notamment pour frapper des cibles en dehors de l'espace aérien iranien, ces armes ont une portée suffisante pour atteindre des cibles en Iran, même très loin à l'intérieur du pays. Ils représentent moins de 10% du stock américain. En revanche, selon leurs estimations sur les drones et les missiles iraniens, ils disent en gros que l'Iran dispose encore d'environ 70% de son stock d'avant le début de cette guerre. Donc, les Iraniens ont utilisé à peu près 30%, quelque chose comme ça, et les États-Unis, comme je l'ai déjà mentionné. Quelle est la logique derrière ces chiffres? Comment voyez-vous la manière dont ces données jouent pour l'administration Trump? Écoutez, vraiment, je dois le redire, encore et encore. Prendre tout ça au sérieux, ce qu'ils racontent dans ces auditions, c'est absurde. Ils ne vous disent pas quelle est leur véritable situation. S'ils ont épuisé leurs ressources, je peux vous assurer qu'ils ne veulent surtout pas que qui que ce soit le sache, et encore moins les Iraniens, les Russes ou les Chinois. Exactement comme ils essaient de garder secret ce qu'ils possèdent réellement.
Et bien sûr, ils ne veulent pas être mis dans l'embarras par des questions sur les détails, parce qu'ils ne veulent pas en parler du tout. Et ça, d'ailleurs, je le comprends. C'est juste cette espèce de folie américaine où, soi-disant, il faut être transparent. Alors on met en scène une transparence de façade. Mais en réalité, on ne l'est pas. Aucun gouvernement, à ma connaissance, n'est vraiment transparent sur cette question, ni d'un côté ni de l'autre. Donc, ces estimations, eh bien, elles nous coûtent ce montant-là. Je veux vous rappeler que les estimations du coût de la guerre en Irak, de la guerre en Afghanistan ou encore de la guerre du Vietnam étaient complètement dispersées. Toutes sortes d'institutions universitaires ont produit des chiffres très différents de ceux avancés par les responsables politiques, et ça n'a jamais été tranché. On peut choisir ce qu'on veut. Beaucoup de gens construisent leur argumentation en prenant un chiffre élevé si ça sert leurs propos, ou un chiffre bas si ça les arrange mieux. On ne peut pas. On ne peut pas se perdre dans ce processus. Ce que ces chiffres signifient, pour ceux que ça intéresse, c'est que seuls les ordres de grandeur comptent vraiment. D'accord, 25 milliards de dollars, c'est une somme énorme. Et ça suffit déjà à raconter la vieille histoire du choix entre les canons et le beurre. Des chiffres colossaux. 25 milliards, c'est plus que tout ce qu'Elon Musk a permis d'économiser avec son département de l'efficacité gouvernementale. Pendant des mois, on nous a dit qu'il avait licencié du monde, qu'il avait fermé le système éducatif. Eh bien, 25 milliards auraient rendu tout ça inutile. Donc oui, on choisit les canons plutôt que le beurre. Et ça, c'est une vieille histoire. On le savait déjà. Ces chiffres ne font que le rendre évident. Il y a eu au moins une douzaine de rapports, des rapports militaires, dans la littérature européenne que je consulte, qui montrent que les Iraniens ont compris depuis longtemps, et de manière très habile, ce qu'on peut vraiment savoir grâce à la surveillance électronique. Et ce qu'on ne peut pas. En fait, ce n'est pas si compliqué d'avoir quelques camions, une grue et un bâtiment qui ressemble à un silo à missiles. Mais ce n'est que ça y ressemble. Il n'y a pas de missile à l'intérieur. 10 000 plus loin, il y en a un autre. Et encore 10 000 plus loin, un autre. Et ainsi de suite, à perte de vue. Certains parmi eux contiennent bien un missile. Some of them have a missile in them. Some of them don't. And since it is extremely cheap to do this, you have phony missile silos everywhere. And so then the joke is the United States uses a $10 million missile to get rid of a $500 fake silo. And does it over and over again. And so you can get the crazy result. They haven't depleted much of what they actually have. And the United States has C'est un peu comme celle qu'on raconte sur la Révolution américaine. Les Britanniques envoient une armée pour réprimer la révolte ici. Et les fermiers américains, avec leurs fusils rudimentaires, cachés derrière un arbre, connaissent bien mieux le terrain, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et donc, toute la technologie avancée que les Britanniques peuvent déployer, leur puissance militaire à travers l'Empire, finit par être incapable à 2 reprises. En 1776, puis de nouveau en 1812, de vaincre les États-Unis. C'est ça qu'on observe en ce moment. C'est au tour des États-Unis d'être embarrassés. C'est leur tour de vivre ce que les Britanniques ont vécu quand leur grande marine n'a pas pu les aider parce qu'ils devaient débarquer des troupes. Et ces troupes-là, dans les conditions de la Nouvelle-Angleterre, n'ont pas vraiment réussi. Alors oui, la technologie est différente, mais l'histoire, au fond, reste la même. Et le spectacle, je veux vraiment insister là-dessus, le spectacle qu'on voit là ne doit pas passer inaperçu. Il ne peut pas utiliser l'armée de l'air, parce que les bombardements n'ont pas marché. Il a bombardé pendant plusieurs semaines, et rien, aucun résultat, n'est-ce pas?
Donc les bombardements ne fonctionnent pas. Mettre des troupes au sol, ça non plus, ça ne semble pas marcher. Alors, comme Michael nous le rappelle, ou peut-être que c'est toi, Nima, qui l'a dit, il a choisi la marine. Mais voilà la situation. Au moment où il confie à la marine l'une de ses plus grandes missions depuis des années, le blocus mondial du trafic maritime vers et depuis l'Iran, la même semaine, il renvoie le chef de la marine. C'est insensé. Ce n'est pas le moment de changer. Quoi, exactement? Alors, soit cela veut dire que ce chef de la marine s'opposait fortement à ce qu'il faisait, et si c'est le cas, ça en dit long. Soit il ne s'y opposait pas, et dans ce cas, ça en dit tout autant qu'ils aient viré l'homme responsable de leur plus grand effort. Ça n'a aucun sens, d'aucune manière rationnelle. En plus, je n'en sais rien, je ne suis pas un expert naval. Mais comment fait-on un blocus quand en gros, c'est le monde entier? Les navires iraniens peuvent très bien sortir du détroit d'Ormuz. Ils font ça, si je comprends bien, depuis le début de toute cette histoire. Ils savent longer la côte, ils peuvent se cacher, puis ils s'aventurent dans les grands océans, et là ils partent dans toutes les directions. Est-ce que ce serait vraiment un blocus mondial? Et si c'est le cas, il faudrait que ce soit fait par la force aérienne. Parce qu'en réalité, il faudrait suivre ces bateaux. Et ensuite, faire quoi? Leur faire ce qu'on fait à ces pêcheurs dans les Caraïbes et dans le Pacifique, ce qu'ils ont d'ailleurs recommencé à faire, tuer ces gens sur leurs bateaux. On devrait en parler aussi, parce que c'est une exécution sommaire, sans jugement, totalement illégale. Ça viole toutes les lois internationales de la mer. C'est incroyable. Mais c'est tout de même inimaginable de penser qu'ils pourraient contrôler tout ça avec un simple navire. Et je ne pense pas que ça ira bien loin. C'est simplement son refus de résoudre la contradiction dont on est parti. Si on a raison, et qu'il subit à la fois la pression de l'AIPAC et de tout ce qui va avec, pour continuer, et la pression de l'économie pour mettre fin à tout ça, et qu'il n'arrive pas à trancher, eh bien je ne le vois pas capable de le faire, tant que l'un ou l'autre de ces facteurs ne disparaît pas. Alors, ça me laisse avec une question, que vous pourrez peut-être éclairer, Nima ou Michael. Quel est le niveau de dégâts subis par Israël, et encore en cours, à cause des Iraniens depuis l'Iran et du Hezbollah au Liban? Parce qu'à un certain moment, est-ce qu'il n'est pas possible, même avec un régime comme celui de Netanyahou, que les Israéliens veuillent que tout ça s'arrête à cause de ce que ça leur coûte? Je pense qu'il y a une sorte de conflit en Israël, Richard, parce que la survie de Netanyahou est en jeu en ce moment. Il ne se soucie pas de l'économie du pays. Il se bat jusqu'au bout pour sa propre survie. Michael, vas-y, donne-nous ton point de vue là-dessus. Eh bien, Richard, tu pourrais tout aussi bien demander quels dégâts la guerre dans la politique de Trump cause aux États-Unis. J'aimerais revenir sur le point que tu as soulevé au début de ton dernier commentaire à propos de ce débat entre les armes et le beurre. C'est justement ce genre de réflexion qui a contribué à mettre fin à la guerre du Vietnam. Au milieu des années 60, je faisais partie du groupe qu'on appelait les Columbia Three. Seymour Melman, qui écrivait sur le capitalisme du Pentagone et était actif au sein du Parti démocrate, Terence McCarthy et moi-même. Nous écrivions dans Rampart et d'autres magazines et nous faisions le tour du pays. J'ai même publié de nombreux articles dans la presse catholique à ce sujet. Et nous disions, regardez ce que la guerre du Vietnam fait à l'économie américaine. Eh bien, posons-nous la même question aujourd'hui. Et c'est exactement ça, Richard, tu as raison. C'est de ça que les États-Unis doivent parler. Quel est l'impact sur l'économie américaine? Eh bien, en réalité, 25 milliards de dollars, ce n'est pas énorme.
Compare ça aux 1500 milliards du budget militaire total des États-Unis. Et regardons ce que sont les vrais coûts. Souviens-toi, il y a eu une étude sur la guerre en Irak qui estimait qu'elle finirait par coûter 3 000 milliards de dollars aux États-Unis. Si on prend en compte tous les paiements d'intérêts sur la dette étrangère, sur la dette du Trésor américain contractée pour financer ses dépenses militaires, tout le financement du déficit, et aussi tous les coûts de l'administration des anciens combattants pour les soldats blessés ou tués. Tous ces coûts à long terme. Et ces 25 milliards, c'est seulement le coût immédiat, ce qu'on paye directement. Mais combien va-t-il falloir dépenser pour reconstituer tout l'arsenal américain, les missiles, les avions, les armements, qui ont été utilisés, comme vous l'avez souligné? Ce n'est pas inclus dans ces 25 milliards, parce que cet argent n'a pas encore été dépensé. Mais combien ça va-t-il coûter? 200 milliards? 300 milliards? Si on ajoute à ça le déficit et les intérêts à payer sur la prochaine génération, on dépasse déjà largement le millier de milliards, à mon avis. Alors pourquoi n'y a-t-il aujourd'hui aucune opposition à la guerre contre l'Iran, comme il y en avait pendant la guerre du Vietnam, quand on faisait tous les calculs du coût, le coût financier, le coût humain, sans même parler des conséquences sur la restructuration de l'économie mondiale? Alors, combien l'économie américaine va-t-elle devoir dépenser pour reconstruire son arsenal militaire et tout recommencer quand elle affrontera la Chine? Et quel sera le coût pour la Chine? 100 000 milliards de dollars? C'est de cet ordre de grandeur que les États-Unis essayent de réduire. Donc ce n'est pas qu'ils mentent sur les 25 milliards qu'ils ont dépensés directement. Ils détournent simplement l'attention du fait qu'il faut prendre en compte les conséquences de ce qu'ils ont fait. Quels seront les coûts à long terme? À combien vont-ils s'élever? Et quel sera l'impact sur l'économie américaine? Richard, hier, on a demandé à Pete Hegseth si les États-Unis étaient en train de gagner la guerre contre l'Iran. Et voici comment Pete Hegseth a répondu. On y va. Tu penses qu'on est en train de gagner? Sur le plan militaire, sur le champ de bataille, c'est un succès incroyable. Mais est-ce qu'on est en train de gagner la guerre? Absolument. D'accord. Donc vous appelez ça une victoire si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz. Eh bien, je dirais que le blocus que nous maintenons ne permet à rien d'entrer ni de sortir des ports iraniens. En gros, on a bloqué leur propre blocus. Alors, ils nous ont imposé un blocus. Et nous, on a bloqué leur blocus. C'est un peu comme dire « toucher, c'est ton tour ». Ou vous voyez comme si le président Madison avait dit « Eh bien, les Britanniques viennent d'incendier Washington, mais ne vous inquiétez pas, on va le brûler aussi. » Oui. Et Richard, la réalité, c'est ce qui se passe en ce moment. La dernière proposition entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran a présenté un plan en 3 étapes. La première, ce serait, tu vois, la fin de la guerre sur tous les fronts entre l'Iran et les États-Unis, entre Israël et le Liban. C'est la première étape. La deuxième concernerait le détroit d'Ormuz. Comment ils peuvent négocier et ramener un peu de raison dans tout ça. Tu vois, entamer des discussions avec les États-Unis à propos du détroit d'Ormuz et du nouveau mécanisme que l'Iran et Oman sont en train de définir pour ce détroit. Et la troisième étape, ce serait le programme nucléaire iranien. Ce qui est incroyable, c'est que les 2 premières étapes ne faisaient même pas partie du débat avant le début de cette guerre. À l'époque, tout tournait autour du programme nucléaire de l'Iran. Aujourd'hui, Téhéran dit « Non, on va d'abord parler des 2 premières étapes, puis de la troisième. » Et selon vous, parce que quand on regarde la situation, le vrai problème, c'est que l'administration Trump, je ne sais pas si vous avez entendu,
le secrétaire à l'énergie, Chris Wright, ce qu'il a dit sur l'objectif principal de cette opération. Voilà ce qu'il a déclaré, Richard. Dans ce pays, si le plus grand sponsor du terrorisme au monde possédait des armes nucléaires capables d'atteindre votre ville, les États-Unis et le président Trump ont estimé que c'était totalement inacceptable. C'est une menace existentielle pour la région du Moyen-Orient, pour l'économie mondiale, pour les États-Unis et pour tous nos alliés. Il a pris la décision difficile de mettre fin à ce risque. On pourrait l'ignorer, dire que tout va bien aujourd'hui. Mais regardez, quand on a un cancer, tout semble aller bien jusqu'au moment où on commence la chimiothérapie. Et là, ça ne va plus, mais on est en train de tuer le cancer qui sinon nous tuerait. C'est exactement ce que nous faisons en ce moment. Avant que cela ne se transforme en un Iran doté de l'arme nucléaire, le président Trump a eu le courage de dire « Nous allons y mettre un terme. Nous ne laisserons pas le monde être soumis à ça. » Et oui, il a été frustré parce qu'il a essuyé beaucoup de critiques et de pressions de la part de nos alliés européens. Pas tous, bien sûr, mais beaucoup. Je pense qu'il est tout à fait dans son droit. Et oui, nous aimerions avoir plus de soutien, plus d'appui dans ce que nous faisons. Nous ne le faisons pas seulement pour l'Amérique, nous le faisons pour le monde entier. Mais nous surmonterons cette période. L'Iran n'obtiendra pas d'armes nucléaires. Les choses reviendront à la normale au Moyen-Orient et nous serons dans une bien meilleure situation. Ce ne sont que des frictions, des secousses sur le chemin. Tu sais, le plus drôle, Richard, c'est que la question du programme nucléaire iranien était déjà sur la table avant que cette guerre ne commence. Ils étaient en train de négocier là-dessus. Tu vois ce qui se passe? Eh bien, vous savez, les personnes dont vous nous montrez les extraits ne sont pas, comme on disait autrefois, les plus futés du lot. Écoutez, M. Wright. Au début, M. Trump est présenté comme celui qui nous protège des armes nucléaires que les Iraniens possèdent. À la fin de son discours, il parle des armes nucléaires que les Iraniens auront. Mais avant de faire la guerre, la différence entre « ils ont ces armes » et « ils auront ces armes » est essentielle. Parce que c'est justement à ce moment-là qu'on négocie pour qu'ils n'acquièrent pas ce qu'ils n'ont pas encore. Et d'après tout ce que l'Agence internationale de l'énergie atomique nous a dit, d'après les inspections et tout le reste, ils en étaient encore loin. Je veux rappeler aux gens que Benjamin Netanyahou, le dirigeant d'Israël, parle du danger des armes nucléaires en Iran depuis 25 ans. Et il n'y a jamais eu la moindre preuve qu'ils en possédaient. Quand on l'a interrogé, même quand Israël a bombardé des sites en Iran, il s'agissait d'endroits où potentiellement on pourrait fabriquer des armes nucléaires à l'avenir. Pas de lieux où elles existaient déjà. Et d'ailleurs, ça aurait été étrange de bombarder un site qui aurait déjà eu une arme nucléaire, parce que les conséquences auraient été catastrophiques. Les contradictions ici sont tellement flagrantes, tellement énormes, que je pense que beaucoup d'Américains finissent par ne plus y prêter attention. C'est un peu comme quand on ignore les propos confus d'une personne en colère pour essayer de comprendre ce qui la bouleverse vraiment. Ne faites pas attention à eux. Ils ont une peur terrible du dragon. Il n'y a pas de dragon, bien sûr, mais prenez au sérieux le fait qu'ils aient vraiment peur. Et alors, demandez-vous, de quoi ont-ils peur, au juste? Ce ministre de l'énergie complètement idiot vous raconte que les Européens sont responsables de ne pas avoir aidé dans une guerre lancée sans qu'ils en soient informés, ni qu'ils y participent. Personne de sensé ne dirait une absurdité pareille. Et même si vous pensez qu'ils auraient dû vous aider, malgré le fait qu'ils aient été exclus de la décision, il faut le dire clairement. Il faut expliquer pourquoi ce serait logique d'attendre du soutien de la part de quelqu'un qu'on a soi-même écarté d'une guerre qui se déroule
juste à sa frontière. Je veux dire encore une fois, il faut vraiment être un Américain perdu dans la folie des médias de masse de ce pays pour ne pas voir à quel point tout ça est absurde. Je veux aussi insister sur un point que Brian Berletic soulève. Je pense qu'il en fait un peu trop, mais il a mis le doigt sur quelque chose d'important. Les États-Unis ont le sentiment d'être face à une alliance entre la Russie et la Chine. Je vais mettre de côté le fait que cette alliance, que je crois bien réelle, est en réalité le produit de la politique américaine. Parce que ça, aux États-Unis, on ne le comprend jamais et ils ne peuvent pas l'admettre. Quand je le dis, je le vois tout de suite sur leur visage. C'est fini, la discussion est close. Mais pour moi, c'est clair. Les États-Unis savent qu'ils doivent composer avec cette alliance. On peut voir la situation actuelle comme ça. Vous combattez les Russes jusqu'au dernier Ukrainien. Ça ne marche pas. Maintenant, vous mobilisez l'Europe de la même façon que vous avez mobilisé l'Ukraine, pour diaboliser la Russie et se lancer contre elle, pour provoquer une guerre entre l'Europe et la Russie, parallèle, et en fait dans la continuité de la guerre de l'Ukraine contre la Russie. Et vous espérez pouvoir, d'une manière ou d'une autre, neutraliser ou submerger l'Iran, neutraliser ou submerger la Russie, en faisant en sorte que les Européens, vos peuples dociles, fassent ce qu'on leur dit, afin que vous puissiez vous concentrer sur la Chine. Parce que vous êtes arrivé à la conclusion que seule une stratégie de ce genre pourrait, peut-être, vous en donner la possibilité. Et pourquoi? Parce que votre taux de croissance est de 2% par an et celui de la Chine est de 5%. Cette inégalité, c'est ça le fond du problème, et ils ne savent pas comment y faire face. Ils n'ont aucune solution. En fait, saboter le commerce international et adopter ces politiques d'autarcie, de repli sur soi, ça va ralentir la croissance. Parce que ça veut dire qu'il faut payer plus cher pour tout qu'avant. Ce n'est pas un système efficace, c'est un manque d'efficacité. Alors, ma conclusion, c'est la suivante. Ce qu'on observe, ce n'est pas une grande stratégie. Brian le présente comme ça, mais moi je ne le dirais pas ainsi. Je dirais plutôt que c'est un groupe improvisé, apeuré, représentant un gouvernement et un empire économique en déclin qui essaye désespérément, par tous les moyens possibles, de retenir le cours de l'histoire. Et ça ne marche jamais très bien. Parfois, c'est comme ça qu'ils jouent le tout pour le tout. Et l'une des raisons pour lesquelles on peut se demander pourquoi laisser l'arsenal s'épuiser à ce point. Je veux dire, soit on mène une guerre et on veille à remplacer ce qu'on utilise, soit on ne le fait pas et on prend le temps de reconstituer les stocks. Pourquoi mener plusieurs guerres en même temps, vider ses missiles et ses drones, puis devoir admettre qu'il ne reste que 10%? Franchement, je n'y crois pas une seconde. D'après ce que je sais, toute cette histoire de ressources épuisées, c'est juste un prétexte pour pousser un Congrès très docile à voter les crédits afin de justifier l'augmentation du budget de la défense qui passerait de 900 milliards de dollars aujourd'hui à 1,5 billion l'an prochain. Pourquoi? Parce qu'il faut soi-disant tout remplacer. C'est comme ça que ces jeux-là se font, d'habitude. Ils vont avoir des difficultés, Richard, parce qu'on sait que la plupart de ces missiles, des intercepteurs, des JASSM et d'autres du même type, ont besoin de terres rares qui viennent de Chine. Les États-Unis ne pourront pas les remplacer facilement. C'est bien là le problème auquel ils sont confrontés, à mon avis. Oui, mais on ne sait pas jusqu'où les Chinois iront pour continuer à les soutenir, si c'est au moins une façon de retarder, sinon d'éviter une guerre contre eux. Et ils savent très bien que ce serait une très très mauvaise chose. Je pense que la question reste ouverte. Les Chinois ont été d'une prudence extrême, tout comme les Iraniens.
Œil pour œil, pas d'initiative. S'ils font quelque chose, on répond de manière proportionnée, mais on montre au monde entier. Et je ne crois pas que le message ait échappé à qui que ce soit. Qui est l'agresseur dans cette histoire? En fait, en Iran, ils avaient littéralement pas le choix. Les circonstances les ont poussés à être ceux qui passent à l'offensive. Et ça, c'était une décision difficile, ça devait l'être. Ils sortaient de 4 années à dénoncer au maximum l'Union soviétique, parce que c'était un grand pays qui en envahissait un petit. Et ensuite, on fait l'Iran. Franchement, c'est une blague. Comment on peut justifier ça? Vous êtes le grand, vous travaillez en alliance avec Israël, qui est le grand du coin, et vous envahissez un petit. C'est absurde. La population des États-Unis et d'Israël, c'est environ 335 millions de personnes, et l'Iran, 92. Donc 5 contre 1 en population, et bien plus encore en produit intérieur brut. C'est une imposition flagrante, et ça vous pénalise à l'ONU, ça vous pénalise dans l'opinion publique. Et ils n'ont rien fait pour améliorer la situation. Le désespoir des États-Unis, encore une fois, je ne pense pas que ce soit un détail. Tuer ces pêcheurs dans leurs petites embarcations, dans les Caraïbes et dans le Pacifique, c'est le comportement d'un psychopathe hors de contrôle. Qu'est-ce que vous faites? Je veux encore rappeler une chose. Quand nous arrêtons des personnes impliquées dans le trafic de drogue, les narcotrafiquants, comme dit M. Hedgeseth, nous leur donnons un avocat, un procès, la possibilité de confronter leurs accusateurs et la possibilité de présenter des preuves. Si après tout cela, ils sont reconnus coupables, ils purgent une peine de prison. Nous n'appliquons pas la peine de mort aux trafiquants de drogue. Alors, qu'est-ce que fait le gouvernement à les exécuter sommairement? C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe ici, franchement? Le fait qu'il n'y ait pas d'audition publique à ce sujet me paraît absolument, il n'y a aucune justification, aucune défense. Personne en Amérique ne se sent menacé par ces gens. Qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi ne pas simplement, si c'est nécessaire, les arrêter? Vous avez une grande marine, c'est ce qu'on faisait avant. On arrêtait le bateau, on l'inspectait. S'il y avait de la drogue, il y avait une procédure. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette procédure a-t-elle été court-circuitée? On sait qu'on voulait intimider le Venezuela et Cuba. D'accord, ça explique une partie. Mais maintenant, quoi? Enfin, je vais m'arrêter là. Michael, on sait que Donald Trump va se rendre en Chine le 15 mai et qu'il veut obtenir une forme de victoire. Mais il ne semble pas qu'il va obtenir quoi que ce soit avant d'y aller. Et du côté chinois, on sent que si les États-Unis décident, comme le laissent entendre certaines fuites à Washington, de lancer une nouvelle opération, une sorte d'attaque terrestre en Iran, la Chine serait plus que ravie de voir les États-Unis se détruire eux-mêmes en Asie de l'Ouest. Ton avis, Michael, en que se conclut? Michael, on ne t'entend pas. Oui, vas-y. Tout ce que la Chine peut vraiment faire, c'est rester tranquille et dire « Très bien, vous avez demandé à nous rendre visite, Monsieur Trump. Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Et simplement lui répondre. Je vais reprendre 2 points liés à ça, à ce que Richard a dit. Il a parlé de la sottise de toute cette discussion sur l'Iran et la bombe nucléaire. Ce n'est pas une sottise. C'est une distraction. Ce conflit avec l'Iran n'a absolument rien à voir avec une bombe nucléaire. Parce que l'Iran, quand il a rejoint l'autorité anti-TNP, l'ONU, M. Grossi, le chef de l'ONU, a parlé à tous les physiciens iraniens, a transmis leur nom à Israël et a dit « Voilà ceux qu'il faut éliminer, assassiner », pour s'assurer que quiconque maîtrise la physique à un haut niveau ne puisse même pas rêver de construire une bombe.
on a high level cannot even dream of building a bomb. These dreams, Tulsi Gabbard, Ces histoires, comme l'a rapporté Tulsi Gabbard, eh bien, toutes les agences de renseignement américaines ont dit qu'il n'y avait pas de bombe là-bas. Donc, quand Trump dit que tout tourne autour de la bombe atomique, ça veut dire en réalité, on ne va pas dire de quoi il s'agit vraiment. En fait, tout tourne autour du pétrole. Et pas seulement du fait que l'Iran devienne un producteur de pétrole indépendant qu'on ne peut pas contrôler, mais aussi de notre incapacité à étouffer l'économie chinoise en l'empêchant d'accéder au pétrole. C'est clairement de ça que la Chine peut parler. Et cette obsession du pétrole, c'est en gros la clé de tout. Quand Trump, les négociateurs et les grands médias disent « On fait exactement ce que les nazis ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale », Goebbels disait « On peut toujours justifier une guerre en prétendant qu'on est menacé ». Alors Netanyahou, obsédé par Goebbels, dit « Ils nous l'ont fait ». Eh bien, comment allons-nous leur faire à eux? Il dit « Eh bien, on nous menace avec cette bombe atomique fictive. C'est juste un prétexte, une couverture pour dire qu'on lance quelque chose de nouveau. Comme c'est fictif, il n'y a aucun moyen pour vous, l'Iran, de dire nous n'aurons plus jamais la capacité physique ni intellectuelle de fabriquer une bombe atomique. En fait, ça veut dire qu'il n'y aura pas de discussion. On ne parlera pas de la fin de la guerre. On ne parlera pas du fait que tout tourne autour du pétrole. On va simplement empêcher toute discussion pour avoir une excuse et continuer à vous bombarder sous ce faux prétexte. Et enfin, dernier point. Quand Richard a repris ce dont toi et moi avions parlé avant l'émission, les États-Unis ont comparé les 5% de croissance du PIB chinois. Toute la croissance du PIB américain l'an dernier, ces 2% étaient d'ordre financier. C'était la hausse du prix de l'immobilier, tel que les propriétaires la calculent. C'est la hausse des taux d'intérêt et des pénalités de retard, et c'est aussi l'augmentation des dépenses militaires. En fait, tout le PIB repose là-dessus. Le reste de l'économie réelle, l'économie industrielle, celle dans laquelle vit la majorité des Américains, est en train de se contracter. Donc oui, ça a vraiment baissé. Le concept même de PIB est en grande partie fictif. Alors qu'en Chine, on ne retrouve pas les éléments que les États-Unis comptent comme de la croissance. La hausse des prix de l'immobilier, l'inflation de la dette, les taux d'intérêt et les dépenses militaires, notamment les dépenses excessives pour un armement hors de prix. En réalité, la Chine ne croît pas seulement 2 fois plus vite que les États-Unis. C'est probablement 50 fois plus, mais c'est impossible à calculer, parce que le PIB américain, la production réelle, le revenu réel et les biens produits sont en baisse, pas en hausse. Et cette baisse est aggravée par la guerre en Iran. Oui. Oui. Un dernier mot. On assiste vraiment à, et je sais que c'est un peu le résumé de tout ce dont on parle depuis un an, plus ou moins. Tout ça, ce sont des actions symptomatiques, désespérées, d'un empire en déclin. Absolument tout. Si vous cherchez le fil conducteur, c'est cette idée désespérée de mobiliser l'Europe pour en faire une grande Ukraine contre la Russie. De menacer désespérément les banques chinoises de sanctions secondaires si elles osent défier les États-Unis. Cette grandiloquence. Et tout ça culmine avec le roi Charles, debout à côté de Trump, qui se prend pour un roi, débitant les absurdités qu'ils ont sorties, pendant que l'Angleterre se prépare, même selon les mots de son propre roi, à devenir en quelque sorte les Ukrainiens serviles d'une guerre sans fin contre la Russie, une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner. Franchement, on est en train d'assister à un réalignement du monde, profondément désespéré, et on le vit en direct. Oui, merci beaucoup Richard et Michael d'être avec nous aujourd'hui. C'est comme toujours un vrai plaisir. Mais